Milorao, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui parce que vous allez présenter un travail dont j'ai vu un DVD que j'ai trouvé extrêmement fort, poignant, dérangeant, riche et dont on sort un peu transformé. Vous avez fait des études de sociologie. Alors bien sûr, qui dit études de sociologie en France dit Pierre Bourdieu. Vous êtes essayiste, critique, vous êtes aussi réalisateur de cinéma, mais c'est à l'intérieur d'un... Est-ce que le mot collectif convient pour ce que vous avez créé à Zurich et à Berlin, qui est l'International Institute of Political Murder? On peut dire collectif d'artistes? Oui, maison de production, collectif, oui. Oui. Alors justement, c'est un drôle de nom pour un collectif d'artistes, producteurs de spectacles. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre relativement provocateur? Alors, il est peut-être intéressant de voir un peu sur l'histoire de cette maison de production. En fait, avant, j'avais une autre. Il y a eu, j'avais produit un film qui était super cher, qui n'a pas du tout marché. Alors, c'était la fin de l'autre maison de production. Et puis, au moment où je me suis demandé de donner quel nom à cette maison de production, c'était à l'époque où j'ai travaillé à Dresden. Oui. Et j'avais eu l'idée de faire une reconstitution, en fait, un peu comme Hate Radio, des deux attaques de bombes contre Adolf Hitler. Et c'était à cette époque-là que j'ai eu l'idée de dire, si je fonde une nouvelle maison de production, le nom sera International Institute of Political Murder, Institut international de meurtre politique, pour raison du sujet en fait. Mais ce qui se cache derrière, c'est une maison de production, oui, aussi une sorte de collectif de gens qui travaillent ensemble pour des films, pour des mises en scène, aussi pour des livres, pour des expositions, pour des installations. Oui, alors... vous avez fait un certain nombre de spectacles autour de ce thème, comme ça, du meurtre politique. Vous avez, entre guillemets, alors je ne sais pas si le mot reconstitution peut être juste dans votre cas, mais en tous les cas, vous êtes parti des documents que vous aviez pour refaire le procès des époux Ceausescu. Vous avez fait un travail aussi autour d'Anton Breivik, Breivik, cet homme qui a tué, dont Angelica Lidl nous a beaucoup parlé parce que son spectacle était aussi lié à ce meurtre massif de jeunes gens sur une île en Norvège. Vous avez aussi fait un travail, j'espère qu'on en dira un mot parce que c'est très exemplaire de ce que vous faites, sur le procès des Pussy Riots à Moscou, parce que là vraiment on est dans une chose assez extraordinaire. Mais en fait vous venez ici pour un travail que vous avez fait autour, enfin à l'intérieur entre guillemets du génocide qui en 1993 a provoqué l'extermination d'environ 800 000 personnes. Ça, j'oserais dire que c'est le sommet de l'iceberg du génocide. Parce que ce génocide a une particularité, c'est qu'il y a eu plus de 100 000 génocidaires. C'est-à-dire que près de 100 000 personnes en ont assassiné 800 000. Pourquoi cet intérêt pour ce moment tragique de l'histoire du Rwanda ? C'est difficile à décrire. Je crois que ça fait maintenant presque 10 ans que j'avais lu pour la première fois les témoignages qu'a collectionné Jean Hatzfeld, qui a parlé avec les victimes, les rescapés, mais aussi avec les tueurs, avec ceux qui ont tué, avec ces 100 000 personnes. Et alors à cette époque-là, il y avait un théâtre qui m'avait demandé de faire quelque chose sur le Rwanda, d'écrire une pièce. Et j'ai vu après un certain moment que c'était presque impossible de trouver un point de parler du destin de plusieurs millions de personnes, en fait, de centaines de milliers de tueurs et des millions de tués et de millions de rescapés. En fait, un conflit qui se reproduit aujourd'hui encore au Congo. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire, et un peu par hasard, j'ai trouvé en fait l'histoire d'un blanc, Georges Rouchiou, qui était parti au Rwanda et par hasard est devenu un des animateurs de la RTLM, de la radio-télévision libre des Mille Collines, très petite radio qui était localisée à Kigali, qui a été fondée quelques mois avant le génocide et détruite avec la fin, avec la prise de Kigali par le RPF, par le FPR.
Et là, j'ai trouvé une possibilité dramatique, une concentration du génocide qui est en fait, qui n'est pas narrativement, qui n'est presque pas approchable. En fait, je trouve que Hatzfeld, avec ses témoignages, il a trouvé un très bon chemin. Moi, j'ai décidé de chercher un autre chemin, de montrer les tueurs en train de tuer, mais pas avec les machettes, mais avec les mots. En fait, le discours raciste actif. C'est ce qui m'a intéressé, et c'était un très grand hasard que cette radio a vraiment existé, qui démontre comment un racisme parle aux années 90, aux années 90. Alors, qu'est-ce que c'est ce langage qui a fait tuer les gens à cette époque-là? Oui, c'est ça qui est très particulier. D'autres spectacles ont déjà été réalisés à partir des textes de Jean Hatzfeld. Je pense à un travail absolument remarquable d'Isabelle Lafont qui s'appelle Ishangani. Il y a eu un travail qu'a fait Jacques Delculvedri sur le Rwanda aussi, et qui en général sont en effet partent des témoignages, soit des victimes, soit des bourreaux, qu'on livre comme ça. Dans votre cas, en effet, vous vous êtes intéressé à des gens dont on peut dire qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Ils n'ont tué, eux n'ont tué personne. Ils sont dans leur studio. Donc vous avez reconstitué, je crois, à l'identique le studio de la radio-télévision Mille Collines. Vous me disiez que ce qui était très étonnant dans cette radio, c'est que c'était une radio qui était considérée comme une des meilleures au niveau de la diffusion des musiques et des chansons que tout le monde écoutait. Plus largement qu'à Kigali. Ça rayonnait sur une très grande zone géographique. C'est ça, en fait, ça a été diffusé dans tout le Rwanda, aussi au-dessus du Rwanda, dans l'Ouganda aussi, mais c'était en fait pas une radio très très forte, pas une très grande radio, c'était vraiment une petite radio, mais ce qui est impressionnant, que même par exemple les soldats du FPR, alors qui ont attaqué le gouvernement génocidaire, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, même ces soldats, je travaille avec un artiste, un acteur qui joue sur scène, qui était dans l'armée à cette époque-là, même eux, ils ont écouté cette radio, oui, parce que c'était la meilleure musique en fait, parce que c'était les meilleures blagues, et en même temps, on pouvait quand même, il y avait beaucoup de mensonges, mais on pouvait suivre un peu le front, ce qui se passait dans le village, où était l'armée rwandaise du gouvernement, etc. Et ce qui est vraiment intéressant à cette radio, c'est que c'est, comme tu as dit, c'est une radio jeune en fait. C'est une radio qui fait pas le racisme pur et dur quand on connaît par exemple du nazisme, alors qu'il y a une voix paternaliste qui parle. C'était vraiment une radio interactive aussi. Alors dans notre pièce, on a aussi des auditeurs qui téléphonent. Alors c'est enregistré, mais c'est joué, mais alors on pouvait téléphoner, on pouvait demander des chansons. Il y avait un quiz, il y avait, par exemple, nous, on a des nouveautés internationales, et c'est par exemple sur la Tour de France. Alors on voit ce qui se passe à ce moment-là, que 1 million de personnes sont tuées. En même temps, on a la Tour de France. En même temps, on a Kadhafi, en même temps, on a beaucoup d'autres choses. Alors, on a essayé de ne pas exotiser, de ne pas mettre ce génocide loin, quelque part sur un autre continent, mais de le mettre au milieu des musiques de l'époque et en fait des événements de l'époque. Alors, c'est la même musique, ou il y a d'autres musiques, mais c'est la même musique que moi j'ai écoutée à cette époque aussi, comme Teenager. Alors c'est Nirvana, c'est MC Hammer, c'est la musique globalisée. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de constituer sur scène, une station radio qui pourrait diffuser au centre de l'Europe, en fait. Alors justement, vous avez travaillé à partir, si vous voulez, le spectateur se trouve dans la position d'un auditeur de radio, il a un casque, il entend la musique qui est diffusée, il entend aussi les conversations à l'intérieur du studio. Vous avez reconstitué le studio à peu près à l'identique de ce qu'il était à la radio-télévision Mille Collines? À peu près, en fait, c'est un mélange entre des studios, on a coproduit avec des studios à Kigali, et c'est en fait un mélange entre comment le studio était à l'époque, et là, on a rencontré plusieurs fois une des animatrices, Valérie Bemeriki, qui est chez nous aussi sur scène, qui est maintenant en prison à Kigali, et elle nous a
décrit comment le studio était, mais en fait les détails du studio, je veux dire le plafond, etc., ça c'est, je dirais, fictionnalisé en fait quand même. Mais étrangement, quand on est allé à Kigali, au Rwanda, pour jouer la pièce, on l'a joué pour la première fois là, dans le vrai studio RTLM, et c'était extrêmement pareil. Alors c'était étrange, parce que là, en fait aujourd'hui c'est un magasin d'ordinateurs, mais c'était avec les vitres et tout, ça ressemble extrêmement à ce qu'on a fait sur scène sans avoir connu en fait cette radio. Et c'est sans l'avoir vu. Et c'est voilà, c'est peut-être quelque part entre reconstitution et essayer d'avoir l'atmosphère d'un studio typique africain de l'époque. Alors, vous avez travaillé, je suppose, à partir de documents, des documents sonores, parce que vous avez eu les enregistrements des émissions qui passaient à la radio-télévision Mille Collines, enfin des émissions entières, comme ça. Vous avez pu avoir ces documents-là? Oui, en fait, il y a eu le TPIR, le tribunal pénal contre le Rwanda, oui. C'est ça. Et quand il y a eu un tribunal, il y a beaucoup de documents. Alors là, c'était plutôt le problème d'avoir trop de documents. En fait, moi, j'avais accès pour écrire cette émission d'1 heure, j'avais accès à des milliers d'heures d'émissions. Alors j'ai demandé à une chercheuse suivant quelques intérêts comme des débuts typiques, des nouveautés internationales, des musiques typiques, des appels, etc., de me collectionner comme plusieurs centaines de pages. Et de ces centaines de pages, en fait, j'ai refait avec des témoignages, etc., une émission typique, mais qui n'a jamais eu lieu, évidemment. Alors oui, c'est un mélange c'est une émission symbolique des émissions qui avaient lieu. Alors, vous avez rencontré justement ce Belge qui s'appelle Georges Roudjou, qui est arrivé et qui est devenu quasiment le directeur de la radio-télévision Mille Collines. Vous avez rencontré Valérie Bemeriki, qui était en prison, qui était la présentatrice, enfin qui faisait le lien entre les chansons. Vous les avez rencontrés? Ils vous ont raconté leur histoire telle qu'ils la voyaient? En fait, on a rencontré Valérie Bemeriki. Georges Roudjou, on ne l'a pas encore rencontré. On a rencontré plusieurs fois son avocat. Kantano Abimana, un autre qui est chez nous sur scène, joué par Diogène Tarindva. Lui, il ne vit plus. Il a disparu dans les camps. Et les autres aussi. Alors, il y a encore 2 animateurs qui sont en vie. C'est Valérie Bemeriki, qui est en prison, et Georges Roudjou, qui vit en Belgique maintenant. Ah oui, lui n'est pas en prison, il a été libéré. Il était en prison pendant 12 ans, il a été libéré et aujourd'hui il est reparti vivre en Belgique, il est homme libre en fait. On a rencontré plusieurs fois son avocat, il va venir aussi à Avignon pour discuter avec nous le 23. Oui. Mais Georges Roudjou ne l'a pas encore rencontré. Non. Alors justement, vous disiez, au Rwanda, on est dans une situation génocidaire très particulière, parce que c'est vrai que quand on pense génocide, on pense au génocide entre plusieurs guillemets exemplaires du nazisme. Là, c'est un génocide. Comment vous pourriez définir cette forme de génocide? Parce que vous avez fait des études de sociologie. Comment vous pourriez définir ce génocide-là? Quelle forme il avait? Parce que c'est vrai, j'ai retrouvé, moi, un supplément qu'avait publié le journal Libération pour le 10e anniversaire, si on peut dire, du génocide, et où il y a, comme ça, des petits textes qui sont des extraits d'entretiens avec les génocidaires. Et en particulier, il y en a un qui dit « Les 2 enfants s'étaient cachés dans une bananeraie à côté de chez moi. Lorsque Claver les a découverts, il a dit, très content de lui, « Venez voir, j'ai attrapé 2 petits cafards. Je les ai tués avec un gourdin. Le premier, je lui ai mis 3 coups, le deuxième était plus petit, 2 coups ont suffi. Dans le temps, c'était devenu vraiment populaire de tuer les Tutsis. Donc, de tuer ses enfants, ça ne m'a rien fait. » Est-ce que c'est assez exemplaire de ce que vous avez entendu dans votre travail? Cette chose naturelle, quoi. En fait, c'est, je crois, très naturel, en fait. Je crois que c'est Jean Hatzfeld aussi, ou Jean-Pierre Chrétien, oui, qui a donné le nom de génocide de proximité au génocide de Rwanda, pendant que, par exemple, les nazis, ils ont déporté les juifs, les homosexuels, etc., en Pologne, il était tué là, dans des camps. Ouais. Pendant qu'ici, au Rwanda, c'est les voisins qui tuent les voisins. Alors ça se passe comme normalement dans la vie quotidienne. Le génocide aussi, ça durait 100 journées, et c'était comme un travail. Le matin,
on est parti, on n'est pas allé travailler sur le champ, on est allé travailler avec le gourdin et la machette pour tuer ses voisins qui s'étaient cachés dans les forêts. Alors c'est devenu un travail et on l'appelait même travail. Et là, je crois on peut très bien voir et très bien comprendre comment tout ça a été préparé en fait aussi par cette radio RTLM, comme c'est devenu naturel, comme on le faisait entre deux chansons, on tuait quelqu'un. Et oui, c'est un génocide, des voisins tuent des voisins, c'est très très différent de ce qui se passait dans les deux autres grands génocides qu'on a connus contre les Arméniens ou contre les Juifs, qui étaient des génocides de déportation. Là, il n'y a pas eu une déportation. C'était inclus dans la vie quotidienne la tuerie massive presque d'un peuple. Oui, alors bien sûr, on imagine bien qu'un matin, les Hutus n'ont pas décidé comme ça les a pas pris un matin d'aller exterminer leurs voisins. La radio-télévision Mille Collines était un des éléments qui a précédé le massacre. Ils ont mis les gens, il y a une espèce de mise en condition, vous pensez, de la part pas seulement bien sûr de la radio-télévision Mille Collines, mais ils ont participé à cet état d'esprit, à faire en sorte qu'on considère comme normal d'aller tuer son voisin. Ils ont un rôle important, essentiel. Bien sûr, mais si on veut faire une chaîne de causalité, où ça commence, quand ça commence, alors on peut aller jusqu'au colonialisme évidemment, avec l'invention des mots ou des ethnies, des pseudo-ethnies de Tutsi et Hutu, qui n'existaient pas du tout dans le Rwanda classique, alors qui étaient inventés par les Belges pour pouvoir dominer ou gouverner mieux la population en faisant des collaborateurs d'une dizaine de pourcents de la population qu'on appelait Tutsi, mais qui n'existaient pas du tout avant, qui sont devenus une sorte de pseudo-aristocratie pendant le colonialisme et après, dans les années 50, quand le colonialisme était fini et le Rwanda était libéré, alors c'était les Hutus qui sont devenus comme majorité, qui ont pris le pouvoir. Et alors ça commence dans les années 20, dans les années 30, ça commence déjà au 19e siècle, et étrangement, dans les années 70 jusqu'au début des années 80, 90, personne ne s'intéresse à ces histoires-là. En fait, il y a presque pas de massacre, il n'y a pas un vrai racisme idéologisé. Ça sort un peu du discours de l'État rwandais. Et c'est au début des années 90 que ça recommence, quand le pouvoir, après 89, qui n'est plus supporté par les Américains et les Français, il a peur de perdre le pouvoir, alors il fait sur l'extrémisme, et c'est à ce moment-là que aussi la RTLM est fondée comme une chose très nouvelle au Rwanda. Cette sorte d'extrémisme extrême, ce n'était pas connu dans les années 80, dans les années 70, etc. Alors c'était quelque chose de nouveau, et ce qui est intéressant spécialement pour la RTLM, c'est que cette radio vient tout à la fin de tout. Il y a une autre radio, il y a des journaux, etc. Mais au moment où la RTLM arrive, le discours, les partis, les forces, tout est fini, tout est là. Et ça, c'est vraiment le comble du discours raciste, le mélange de tout qui se pose avec cette radio. Mais alors, dans le discours de Valérie Bémériki, par exemple, c'est un discours codé, ce n'est pas aller tuer, elle ne dit jamais aller tuer les Tutsis. Comment ça, il y a un discours qui est construit comme ça, une espèce de chose cryptée que tout le monde comprend, mais qui n'est jamais dit véritablement. Alors il faut dire que le Kinyarwanda, nous on joue presque seulement français, mais c'était presque à 100% en Kinyarwanda en fait, les émissions de la RTLM. C'est une langue extrêmement riche, extrêmement métaphorique. Alors un Rwandais ou quelqu'un qui parle Kinyarwanda, parce que ce ne sont pas seulement les Rwandais, mais quelqu'un qui parle Kinyarwanda, il parle en métaphore. Ce n'est pas une langue directe comme l'allemand ou le français, c'est une langue qui fait des métaphores, qui fait des détours. Alors au moment où on a commencé avec le génocide, on a utilisé cette langue riche du Kinyarwanda pour dire, on n'a pas dit aller tuer, on a dit aller travailler, on n'a pas dit aller violer les femmes, on a dit aller libérer un village. Libérer une femme, ça voulait dire violer et puis tuer, etc. Alors là, il y a eu tout un langage, et quand il y a eu le tribunal international après, c'était extrêmement difficile de faire des jugements.
Parce que si par exemple ici je dis il faut écraser le Parti socialiste, personne ne va dire mais c'est incitation au génocide contre les socialistes. Je dis non, mais c'est une métaphore. Je dis tout le temps on dit il faut écraser n'importe qui, l'autre équipe de foot, etc. Alors là il y a eu une langue tellement fine aussi, mais très directe aussi quelquefois, que c'était super difficile aussi pour ceux, pour les étrangers qui étaient dans le pays de comprendre ce qui se passait. Alors sur ce que je trouve vraiment formidable dans votre travail, c'est qu'on arrive à comprendre l'espèce de technique comme ça de lavage de cerveau très régulier qui se produit, et puis aussi en effet la déshumanisation de celui qui est considéré comme votre ennemi. C'est-à-dire ce n'est plus un être humain, puisque les termes employés sont souvent, en effet, en général, c'est les cafards, les cancrelats, les cafards. Et justement, votre travail est assez terrible pour ça, parce que tout d'un coup, on rentre dans cette espèce de logique. On comprend tout d'un coup que ce qui est dit est en train de... Alors vraiment, des fleuves de sang sont en train de couler, et c'est vraiment assez extraordinaire. Quand vous disiez la colonisation, bien sûr, ici au Festival d'Avignon, cette année, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se tournent autour de l'Afrique, et forcément, on est obligé, quand on parle de l'Afrique et qu'on est enfant, de parler de ce qui s'est passé, de cette relation très forte qu'il y a eu entre l'Afrique et la France. Et je pense entre l'Allemagne et l'Afrique, ou la Belgique et l'Afrique, puisque le Rwanda était une colonie belge. C'est vrai, ce sont les Belges qui ont obligé les Rwandais à avoir sur leur carte d'identité leur ethnie. C'est-à-dire que les Belges, quand vous aviez une carte d'identité rwandaise, vous étiez Hutu ou Tutsi, ce qui, bien entendu, a développé et après a facilité ensuite les événements qu'on connaît. Alors, parmi les acteurs que vous avez, puisque ce sont des acteurs, certains sont rwandais, ils ont connu le génocide, ils l'ont vécu, ils étaient ailleurs. Où se situait-il à ce moment-là? Alors, premièrement, ce sont, comme tu as dit, des acteurs formés qui normalement, je ne sais pas, sont dans des pièces de Shakespeare ou Molière. Oui, bien sûr. Et deuxièmement, je crois qu'il est presque impossible d'être acteur rwandais ou rwandais d'un certain âge sans avoir vécu les génocides, parce que c'était universel. Alors tout le monde qui était à ce moment-là au Rwanda a vécu de l'une ou de l'autre façon le génocide. Alors mes acteurs, pas le Georges Rouchiou, parce que lui il est français, mais les autres d'une ou de l'autre façon ils l'ont vécu, soit comme par exemple l'actrice qui joue Valérie Bemeriki, qui est sortie du pays avec ses parents au bon moment, heureusement, ou par exemple Diogène Atom Tarindwa, qui était déjà à Avignon avec une autre pièce qui s'appelait étrangement Carte d'identité, et qui en fait traitait aussi un peu ces sujets de Tutsi, Hutu, etc. Lui, il était dans l'armée rebelle, dans le FPR, qui a vaincu en fait ou détruit la RTLM. Et comme ça, chacun a, disons, son fond biographique aussi. Et évidemment, c'est une autre décision de jouer dans cette pièce les tueurs, peut-être même de leur propre famille, que si c'était toi ou moi, on le joue. Ouais. Alors c'est une décision artistique ou même politique très très forte, je crois. Et je crois que ça, c'est aussi une des forces de la pièce, qu'en fait, on sent, ou moi je le sens, même maintenant, on l'aura bientôt joué la 80e fois, cette pièce, on sent en fait la problématique morale de le faire. Et je me rappelle très bien, quand on est allé pour la première fois au Rwanda avec la pièce, mais les acteurs, ils avaient vraiment peur d'aller au Rwanda et jouer les monstres totaux, pour ainsi dire, devant les yeux de leur famille, et en même temps dire des mots, par exemple, Hutu Tutsi, ce sont des mots interdits pour de bonnes raisons. Et tout ce qui est dit dans ces pièces est interdit et illégal au Rwanda. Et d'aller au Rwanda et dire ça dans les visages des survivants, c'était extrêmement difficile. Et pour ça, je crois qu'il est vraiment important de dire que ce ne sont pas seulement des acteurs, mais des artistes qui ont pris une décision politique presque de jouer dans cette pièce. Oui, c'était assez étonnant. Il y a eu dans un supplément hebdomadaire du journal Le Monde, il y a eu un reportage
sur les Rwandais qui vivent en Belgique, qui sont extrêmement nombreux, c'était leur colonie, enfin c'était leur pays colonial. Et dans l'article qui m'avait frappé, c'est que quand un Hutu rencontrait un Tutsi, il ne disait pas « je sais que tu es Hutu » ou « je sais que tu es Tutsi », puisqu'en effet, visiblement, les gens se reconnaissent immédiatement et savent où ils sont, mais il disait « je sais qui tu es, donc fais attention à toi, je sais qui tu es ». Et que ça continuait à Bruxelles, que les communautés étaient complètement séparées, avec une impossibilité véritablement de se retrouver autour d'une espèce de chose qui pourrait être comme avec Nelson Mandela en Afrique du Sud, une espèce de commission de réconciliation qui n'a, je crois que ça n'a pas eu lieu. Il y a eu une tentative de réconciliation au Rwanda, oui. Oui, il y a eu. Oui, il y a eu. En fait, c'est presque l'idéologie étatale, c'est l'idéologie de la réconciliation, et c'est seulement pour besoins économiques, naturels et nationaux que les tueurs et les survivants ils doivent vivre ensemble. Il n'y a pas une autre solution. En fait, on ne saurait pas où aller si pas rester dans le pays. En fait, une grande partie de ceux des Hutus, des soi-disant Hutus qui sont sortis du pays après le génocide ont été repatriés même. Et aujourd'hui, c'est l'essai, et ça commence, je crois, à marcher un peu, de vraiment vivre ensemble, de vraiment oublier, c'est impossible, mais de retransformer des liens, de retrouver des liens ensemble. Et il y a maintenant même des mariages entre tueurs et victimes, si on veut ainsi dire. Mais je crois qu'une réconciliation pour la génération qui a vécu ça, alors pour des gens qui ont mon âge, des gens qui ont ton âge, c'est évidemment impossible. Je crois que ça restera impossible, et la seule solution est... C'est un peu fatal de le dire, mais c'est la solution biologique quand il y a une nouvelle génération, et c'est maintenant la première qui a 18 ans, qui commence à voter au Rwanda, qui n'a plus vécu ça, qui ne connaît pas le génocide personnellement, qui ne sont pas des survivants, mais des vivants. Et je crois que ça, c'est une question de temps, en fait, que la réconciliation peut fonctionner. Alors donc, c'est vrai, votre travail, on le présente comme ça en parlant de la situation du génocide, de ce moment du génocide. Votre travail est un véritable travail artistique. Ce n'est pas une reconstitution historique, c'est-à-dire que ça oblige le spectateur à aller très très loin dans la recherche de, voilà, bourreau-victime. C'est un peu complexe, bien sûr, cette situation-là. Vous avez un prologue et un épilogue qui, justement, réinstallent votre spectacle. Alors vraiment, là, presque, c'est un prologue et un épilogue, entre guillemets, documentaire. C'était une volonté de votre part de resituer votre spectacle à l'intérieur de l'histoire vraie du Rwanda. Oui, en fait, quand on était au Rwanda, on a senti très vite qu'il n'était pas nécessaire de le montrer, mais quand même, pour un spectateur européen, j'avais senti le besoin de montrer à quel moment cette émission qu'on montre au milieu est à situer, en fait. Je veux dire, implicitement, c'est une introduction de vidéos, ce sont des témoignages écrits aussi, allégoriques de survivants, de journalistes, etc., qui parlent de ce qui se passe jusqu'au moment où la RTLM apparaît et le génocide commence. Et une autre raison pour moi est une raison morale, de donner la parole aussi aux victimes. Pendant qu'on a regardé pendant 70 minutes les bourreaux en train de rire et boire des bières, moi j'ai senti le besoin de donner un contrepoids, de situer cette jouissance au milieu de cette plus grande de cet immense massacre, en fait, de cette morbide réalité que la radio a provoquée. Alors c'était une question morale aussi. Oui, et vous parlez de moralité. Ce qui est très frappant dans ce génocide, c'est qu'en effet, tout d'un coup, on a le sentiment que les barrières morales ont complètement disparu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'être humain étonnant, incompréhensible quand même, parce qu'il y avait un autre texte qui m'a bouleversé quand je l'ai lu. C'est un ouvrier qui était conducteur d'engin de chantier. Il était toujours emprisonné au moment, en 2004.
Et il dit, quand on l'a interrogé, il m'a dit, on m'a d'abord ordonné d'utiliser le bulldozer pour dégager les abords de l'église recouverts de cadavres. Ensuite, le père Seromba, lui-même, le curé de la paroisse de Nyangé, m'a donné l'ordre de détruire l'église où les Tutsis étaient réfugiés. Parce que c'est vrai que c'est une question qui a été posée, puis qu'on n'ose plus vraiment poser, c'est qu'en effet, l'église catholique a été très impliquée dans le génocide. En fait, je n'ai pas travaillé beaucoup sur le rôle de l'Église catholique, mais on doit dire que déjà sous le colonialisme, il a joué un très très mauvais rôle, ouais. Et pendant le génocide aussi. Alors pour eux, ils pensaient vraiment que c'était bien d'être avec les Hutus et de soutenir le génocide. Bien sûr, il y a eu d'autres. Oui. Il y a toujours, heureusement, des individus. Mais étrangement, ce qu'on voit aujourd'hui au Rwanda, que l'Église catholique est devenue moins forte, évidemment, après le génocide. Par exemple, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de bourreaux, de tueurs qui sont devenus musulmans, entre autres Georges Rouchiou d'ailleurs. Oui. Parce que, et on voit ça dans notre pièce, la légalisation et l'explication aux auditeurs de ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils doivent faire, c'est expliqué à travers la Bible. Alors ils disent, comme dans la Bible, faites comme ci, faites comme ça, détruisez ceux-là et ceux-là qui sont contre Dieu. Et si ça se passerait pas, si Dieu ne voulait pas que ça se passerait pas, en fait. Alors, on parlait à travers la Bible à la population. Et c'est pour ça qu'après, la position de l'Église catholique est devenue très très difficile au Rwanda. Oui, quand on avait parlé avec Jacques Desculvéry de son travail sur le Rwanda, il disait que ça avait été à l'origine d'un travail qu'il a présenté ici, justement, qui était un travail sur la Bible, où il avait regardé, parce qu'il avait été très impressionné par ce qu'il avait entendu au Rwanda, et il est allé rechercher dans la Bible tous les appels au meurtre, qui sont assez nombreux quand même, où Dieu demande en effet au roi juif d'aller un peu exterminer les voisins. Et il y a un épisode, alors bien sûr j'ai un peu oublié, où il y a un roi juif qui va détruire ses voisins, puis quand même il dit bon, les femmes, les enfants, non, et il revient et Dieu lui dit, j'ai dit tous. Et dans le cas du Rwanda, c'est vrai que c'est une extermination. Les enfants sont particulièrement visés parce que si on vise des enfants, à ce moment-là, on est sûr qu'il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de reproduction et c'est vraiment terrible. Alors, ce spectacle très fort va avoir lieu à l'auditorium du Pontet. C'est le 21, 22, 23, 24 juillet à 18h. Et je pense que beaucoup de spectateurs seront très heureux de vous retrouver pour vous poser des questions parce que ce spectacle ouvre vraiment des questionnements infinis. Donc ils pourront vous rencontrer le 23 juillet à 11h30 à l'école d'art dans un débat public. Milorao, merci beaucoup d'être venu et merci pour votre travail. Merci.